Avant de commencer ce podcast, laissez-moi vous parler un peu de notre commanditaire au trio économique. Jean-Sébastien Lebrun, avocat fiscaliste de chez Spiegel Ryan. Donc, si vous avez besoin de conseils juridiques professionnels en matière fiscale, Jean-Sébastien Lebrun, avocat, c'est la personne qu'il vous faut. Il offre une gamme complète de services pour répondre à vos besoins en matière d'achat et vente d'entreprise, de planification fiscale et successorale, ainsi que pour résoudre à peu près tous les litiges fiscaux auxquels vous pouvez penser. Il offre un accompagnement personnalisé pour assurer la réussite de vos transactions et de vos affaires fiscales, et ce, partout au Québec et même au-delà des frontières. Contactez-le, Jean-Sébastien Lebrun, au 514-866-9842. Bon épisode. Hey, bienvenue au trio économique. Avant de passer au sujet sérieux, ennuyant à Geloso, je vais vous encourager à aller sur Amazon, aller voir le livre Les leçons du passé, tome 1, Le piège du confort d'Antoine Bernier. Ça, c'est vraiment intéressant pour vrai, contrairement au podcast à Vincent. Tous les personnages pas tous les personnages, mais une grande partie des personnages que vous allez retrouver dans ce roman ont été inspirés par le trio économique et plusieurs mises en situation aussi ont été également inspirées du trio économique. Donc, si vous emmerdez puis vous essayez vraiment de travailler fort pour écouter le trio économique, puis vous vous dites c'est parce que c'est du contenu intelligent, c'est plate mais intelligent, vous faites un gros effort. Heureusement, vous avez Antoine Bernier qui a fait un roman qui est plus intéressant, qui peut vraiment, vraiment vous donner du divertissement en plus d'apprentissage. Fait qu'on vous encourage à vous procurer ce livre-là sur Amazon. Est-ce qu'il y a des références au Caribbean Island là-dessus ou c'est ça qu'on ne sait pas? Oh, il y en a un petit. A de l'air d'avoir un petit fuck de son. Je ne sais pas c'est quoi qui s'est passé. Mais c'est correct. C'est comme ça qu'on apprécie Yann en silence. C'est ça, quand ça arrive. C'est quand même sneaky de sa part. C'est quand même sneaky de sa part. Tu as vu, il a décidé de prendre le fait qu'il présentait une personne qu'on aime beaucoup comme auditeur et d'espérer pouvoir m'insulter au travers. Comme ça, je n'allais pas l'interrompre parce que j'aime bien Antoine puis je ne voulais pas insulter Antoine. Fait que Yann, il est vraiment sneaky. Hein. C'est comme... c'est très sneaky, très sneaky. Exact. Juste avant qu'on commence, Vincent, on va préciser aux auditeurs que, dans le fond, pour une couple de semaines, on va faire les trios en format light un peu, là. Donc, ça va être des versions plus courtes qui n'auront pas nécessairement de partie Patreon, là. Donc, les gens vont avoir la primeur sur Patreon d'avoir les épisodes en exclusivité avant tout le monde. Mais il y aura pas ça ne durera plus 2 heures comme ça durait, en tout cas pour une période indéterminée à partir de la semaine prochaine parce que Vincent a 2 livres à finir et une couple d'articles en préparation. Puis il fait quand même ça dans son temps libre, entre guillemets. Là. Fait que ça prend quand même pas mal de temps dans une semaine. Fait que ça, puis on va commencer cette série de podcasts-là, entre guillemets, d'un format temporaire avec un Q&A la semaine prochaine. Fait que tous les gens qui avaient des questions en suspens, là, qui nous écrivaient par commentaire, ça se fait là. Ça se fait là la semaine prochaine. Puis on va faire ça tout d'un bout, mais on va le séparer en 2 pour que vous ayez ça en 2 parties différentes rendues publiques. Donc, épisode Q&A, mais en partie 1, partie 2, on va essayer de prendre cette fois-là pour de vrai le plus de questions possible parce qu'on n'a jamais le temps, en faisant juste 1 heure, de prendre toutes les questions du monde. Fait qu'on va, c'est ça qu'on va faire. Et en plus, si Yann n'est pas là, on va pouvoir les faire plus efficacement parce que l'écureuil à Yann ne sera pas là non plus. C'est ça qu'on ne sait pas encore. Là. Ah, OK. Il y avait comme J'aime ça quand j'ai un court-circuit dans mon micro. Hein. Exact. C'est lui qui fait le complot. Mais la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, mais en fait, dans les dernières semaines, on l'a dit, il y avait des auditeurs qui avaient souligné l'idée que ce serait une bonne idée de faire des épisodes thématiques sur soit des économistes ou des écoles économiques. Puis bon, on a fait au fil du temps quand même, on a parlé de plusieurs personnages, on a parlé de plusieurs courants de pensée. La semaine passée, tu nous as expliqué en fait c'était quoi aussi
le consensus de Washington. Donc, on essaie de faire un genre de survol historique puis de différentes positions en économie. Puis là, cette semaine, tu disais, on pourrait parler de l'école autrichienne. Donc, tu sais, c'est de quoi qu'on entend quand même assez souvent là, dans le discours. Ah, lui, il est de l'école autrichienne, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Puis, tu as préparé quelques slides qu'on pourra présenter aux gens. Ben, en fait, je peux les faire apparaître dès maintenant. Donc, et voilà, on fait apparaître ça ici. Donc, en plus, la face à Yann a disparu. En plus, c'est ça qu'il faut noter quand même. Donc, c'est quoi, Vincent, l'école? Ben, en fait, comment tu amènerais la question de l'école autrichienne? Mettons, si tu veux présenter ça aux gens, c'est quoi le premier point pour expliquer ce que c'est? Bon, mais pour les gens qui sont nos auditeurs, il faut que tu penses à des noms connus, très connus de l'école autrichienne. C'est Hayek, Mises, qui sont ceux que tu vas entendre le plus souvent. Si tu es particulièrement une personne Internet, donc une personne qui connaît les références en ligne, tu ajoutes Murray Rothbard dans ça. Et c'est les 3 grands noms de cette école-là. Il y en a d'autres, là, mais qui sont moins connus, mais qui ont contribué. Et ce qui définit l'école autrichienne, c'est une adhésion assez extrême à l'individualisme méthodologique, c'est-à-dire que la seule et l'unique utile unité de référence, c'est l'individu. Le reste, là, c'est pas important. On s'en fout des affaires de la société, puis tout ça. Toute société émerge du frais des individus, puis that's it. Donc, un des noms, en fait, les noms que tu as nommés, ils reviennent, c'est des noms que vous avez peut-être, ben, en fait, vous avez sûrement, si vous écoutez le trio depuis soit le début ou en tout cas depuis plusieurs podcasts, c'est tous des noms qu'on a déjà mentionnés plusieurs fois. Il y en a un qui revient presque tout le temps, mais je ne suis pas sûr qu'on a déjà parlé de lui dans le podcast. C'est Karl Menger ou Menger, je ne sais pas comment le monde le prononce, là, peu importe. Prononcez-le comme vous voulez, comme ça vous fait plaisir. En anglais, c'est Menger. Si vous cherchez phonétiquement avec votre téléphone, des fois sur ChatGPT, la manière de dire, c'est Menger. OK, parfait. Donc, lui, ça fait partie des noms qu'on entend quand même assez souvent. En tout cas, si vous lisez sur Internet, c'est sûr que vous allez tomber là-dessus. Parce que est-ce que je me trompe si je dis que c'est dans les pères fondateurs? C'est le père fondateur. Okay. Littéralement, le. Fait que, juste pour. On ne fera pas une tonne d'histoire de la pensée. Ce que j'ai fait pour l'épisode, c'est de résumer c'est quoi les grands points de cette école de pensée-là. Mais le petit résumé historique, c'est fin du 19e siècle. Tu as la découverte simultanée par 3 personnes du concept de marginalité. Donc, en économie, quand tu dis marginal, ça veut dire les gens pensent à la marge. Tu veux savoir que le prix de quelque chose est déterminé par la dernière unité que tu veux consommer. Et que c'était une innovation incroyable. Ça s'appelle, en fait, en économie, la révolution marginale. Et 3 personnes, Walras, Jevons et Menger, un en Suisse, un en Autriche et un en Grande-Bretagne. Les 3 simultanément, dans l'espace d'1 an de chacun et l'autre, explicitent ce point-là sur comment faire l'analyse économique. Et ça part de là. Menger est en fait un journaliste qui était pendant longtemps le tuteur aussi d'un des fils ou de la fille de l'empereur de l'Empire austro-hongrois. Mm-hmm. Et pendant longtemps a été vu comme étant un grand intellectuel autrichien et a été finalement accrédité à l'Université de Vienne comme professeur et a entraîné plusieurs étudiants de telle sorte qu'il y a une école de pensée autrichienne qui fait référence à cette tradition qui émerge entre 1880 à peu près et 1930 et qui meurt en Autriche, mais pas intellectuellement. Elle garde encore le nom autrichienne, mais meurt en Autriche pour des raisons un peu évidentes. La Deuxième Guerre mondiale, l'arrivée des nazis et le fait qu'à peu près genre la moitié des membres de cette école-là étaient juifs. Donc, tu peux t'imaginer que quelque chose s'est passé. Donc, Mises, par exemple, était juif et il a quitté. Il a eu à quitter après. Encore une fois, pour des raisons. Encore une fois, pour des raisons évidentes, tu devais quitter un petit peu l'Autriche conquise par les Allemands.
Et cette école-là a continué aux États-Unis et son père américain, c'est Murray Rothbard, que tous les gens sur Internet qui sont ce qu'on appelle les Internet Austrians connaissent. Ben, c'est ça. Il y en a plusieurs aussi qu'on pourrait nommer. Là, Walter Block. Il y en a plusieurs, là, des noms là, quand même assez connus. Là, que les gens... Il y a eu des branches un petit peu partout, mais des gens quand même peu connus. Là, même il y a eu il y a eu du monde qui adhérait à l'école autrichienne en France. Parce que oui, la France, malgré que ce soit un pays socialo-communiste, pour être plus En voie de généreux, développement. en voie de développement, il y a quand même une tradition libérale en France. Donc, tu sais, des Henri Lepage, Jacques Garello, bon, bref. Toutes des gens, en fait, que le monde n'a absolument aucune idée c'est qui. Puis, il y a une raison un peu pour ça, c'est que là-bas, il n'y a pas un environnement super florissant pour on en connaît du monde, là, des libéraux français, même certains avec qui tu as déjà correspondu. Ils existent, ils sont là, ils font du bon travail, mais c'est vraiment pas de quoi qui domine en France. En fait, en France, dire que tu es libéral, c'est comme dire que tu as le choléra. Quasiment. Oui, puis écoute, dans ce que tu dis, il faut quand même rajouter quelque chose. Les Autrichiens sont très souvent, pas exclusivement, mais très souvent des libéraux aussi. Donc, chez les Autrichiens, tu as beaucoup de libéralisme. Il faut ajouter ça. C'est une école de pensée qui... et ça explique un peu pourquoi elle est perçue un peu comme étant marginale en économie, malgré qu'elle n'est pas... C'est pas une affaire, c'est pas des hétérodoxes dans la manière que les gens pensent à des hétérodoxes comme des trucs un peu crinqués hors de la boîte. Les Autrichiens, en fait, sont très similaires à plusieurs égards au reste de la profession, désapprouvent de très rien, ils sont considérés comme étant des membres de la profession. C'est juste qu'ils sont vus comme étant idéologiques. Ça, c'est le stigmate qu'ils ont parce que même s'ils ne sont pas tous des libéraux, encore une fois, 99,9% sont des libéraux classiques, ceux qui l'utilisent. Une petite note pour les auditeurs avant qu'on explique c'est quoi leurs grandes idées. Je ne me considère pas comme un Autrichien. Je suis une des personnes qui accepte de piger un peu dans ce qu'ils ont à dire, mais je n'ai jamais accepté, même si je publie avec eux des fois ou que j'interagis avec eux, je les respecte, mais je ne me considère pas comme étant autrichien pour une multiplicité de raisons. Une d'entre elles qui est la plus importante que je vais discuter ici. Mais ceux que je vais discuter aussi, puis dernière chose que je vais dire avant de te repasser le micro, c'est que je vais concentrer sur la version, le Steelman de leur argument. Fait que toutes les œuvres que je vais référer, c'est comme la meilleure version possible, la plus moderne de ce que les Autrichiens ont dit. Fait que je ne vais pas juste utiliser ce que Menger disait dans son traité de 1876, mettons, les Principles of Economics. Je ne vais pas utiliser ça. Je vais utiliser ce qui a construit sur lui et ce qui est le plus récent possible. Donc, les œuvres que je vais montrer sont des trucs assez récents, sauf un que je n'ai pas besoin de mettre à jour parce qu'il est évident de par lui-même. Non, c'est ça. Peut-être juste préciser aux gens là, que ceux qui nous suivent et qui sont intéressés pas mal à la philosophie, souvent, un truc dont on parle souvent, c'est ce qu'on appelle le cercle de Vienne. Là. Donc, le cercle de Vienne était une société, bon, il y avait toutes sortes de monde là-dedans, mais dont des philosophes, donc fondés à Vienne dans les années 20, je ne me rappelle plus de l'année précisément, là, mais début des années 20. Le but de ça était de promouvoir ce qu'on appelle l'empirisme logique là, ou le positivisme logique. Là. Donc, cette idée que, dans le fond, il fallait, d'une certaine manière, fonder la philosophie comme une science. Puis là, ben, il y a toutes sortes de gens qui ont gravité autour de ce mouvement-là, dont Karl Popper, dont Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein. Et plusieurs personnes et ça s'est un peu entremêlé à un moment donné. Il y a eu des influences là, avec justement l'école autrichienne tout ça, mais c'est comme deux affaires qu'il ne faut pas confondre non plus, là, mais l'un n'est pas sans lien avec l'autre. On pourra en parler un jour, là, mais c'est un peu le même. En fait, il y a certains fonds communs, parce que tantôt, tu parlais de l'individualisme méthodologique, ben, il y a un fond commun à ça. Là, donc, c'est peut-être important de le mentionner. Peut-être passer à ta prochaine slide, juste peut-être expliquer ce qu'on voit à l'écran en ce moment. Fait que ce que j'ai mis à l'écran, c'est comme les œuvres les plus récentes qui expliquent un peu la pensée autrichienne. Ça, c'est 3 livres. Ils sont tous disponibles à prix moyen sur Amazon. C'est la prochaine slide, excusez, j'ai été un peu vite. Des plus classiques, donc un petit peu plus vieux, mais particulièrement facile à s'acquérir
pour pas trop cher. Donc, et le troisième ici, Austrian Economics and Introduction. Celui-là devrait, et il est accessible gratuitement en ligne, donc tu peux le télécharger comme un PDF. Tout le monde peut y accéder. Donc, tu peux avoir une introduction à ça sans. C'est un petit livre, c'est un livre de poche. Okay? La taille, le petit carré, c'est pour dire que c'est un livre de poche. Mais en gros, là, j'ai essayé de distiller parce que quand j'ai dit que je voulais faire cet épisode-là, puis que toi et Yann, vous avez dit OK, ben probablement plus toi que Yann, parce que Yann. Et Yann, d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a comme un problème technique de son bar, là, fait que c'est Le encore pire, son périphérique audio qui a explosé, là, je ne sais pas trop. Le pire, c'est qu'au début de l'épisode, il dit ben là, j'ai réglé mon problème. Il dit j'ai l'air moins cave que d'habitude. La barre était basse, mais écoute, il a réussi à creuser. C'est le fun de le fesser dessus quand il n'est pas là. C'est le meilleur moment parce qu'il ne réplique pas. Mais écoute, j'ai essayé de chercher quand on a dit oui à ce sujet-là, les 3 grands points qui distinguent les Autrichiens du reste de la profession. Ben, les 3 grands points, c'est vraiment ceux que je t'avais mentionné. Le premier, c'est l'idée que ils voient la manière de faire de l'économie très différemment du reste de la profession. Ils vont utiliser beaucoup des autres outils, mais le reste de la profession met beaucoup l'accent sur le concept d'équilibre. C'est-à-dire que les économies s'équilibrent, l'offre et la demande arrivent en équilibre et c'est ça. Les Autrichiens, eux, ne voient pas ça comme de la même manière. Eux, ce qu'ils mettent l'accent, c'est qu'il y a un processus de marché, que le marché, ce n'est pas un jeu d'équilibre. En fait, c'est l'inverse. C'est la destruction constante d'anciens équilibres et leur remplacement par des nouveaux qui vont n'exister qu'un moment. Et l'idée, c'est que tu as parce que la critique qu'ils font, c'est que dans le modèle habituel des économistes, il n'y a pas de place pour l'entrepreneuriat. C'est très difficile d'intégrer le concept d'entrepreneuriat dans le concept d'équilibre général. Et eux, ce qu'ils disent, c'est qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est une activité de découverte où tu essayes constamment de découvrir des nouvelles opportunités, de créer des nouveaux équilibres. Donc, tu dis, regarde, je peux inventer une nouvelle auto ou je peux inventer une nouvelle type de peinture qui est moins chère et que les gens vont délaisser l'ancien produit pour aller vers le mien. Et donc, dans ce cas-là, l'équilibre, en fait, l'entrepreneur est une personne qui essaye constamment de détruire des choses qui existent pour en créer des nouvelles. Et donc, si tu utilises le concept d'équilibre général, tu ne vas pas être capable de montrer quoi que ce soit de ce qu'est la nature d'une économie, donc la nature dynamique des économies. Et donc, pour les Autrichiens, là, il y a une caricature qui est faite d'eux qui n'aiment pas les maths. Puis c'est vrai, il y a beaucoup d'Autrichiens qui sont très anti-mathématiques, mais anti-mathématiques dans la planification centrale, je vais revenir un peu sur ça plus bas, mais aussi comme que c'est inutile très souvent parce que l'outil ne donne rien en soi au-delà d'un certain niveau. Fait qu'ils vont utiliser beaucoup des mêmes outils. Et s'ils utilisent beaucoup de maths, c'est uniquement à des fins pédagogiques d'enseignement pour comprendre le concept des tendances à l'équilibre d'une économie, mais que tu ne peux pas essayer de modéliser une économie avec ça. Donc, ils sont très différents du reste de la profession. Et ici, ce qui se passe, c'est que, puis le grand penseur là-dessus, c'est Israel Kirzner, qui a été mentionné plusieurs fois pour un Nobel. En fait, il y a quelques années, il y avait des paris qui étaient pris sur lui de le partager avec William Baumol et j'oublie la troisième, Philippe Aghion. Donc, des gros noms. Le gars n'est pas considéré comme une joke. Il a écrit un des livres les plus cités, en fait, dans la profession, Competition and Entrepreneurship, qui avait fait une sorte de long débat dans les années 70. C'était un big deal. Pour les Autrichiens, en plus, ce qui crée de la valeur, en gros, c'est de toujours trouver des manières de réarranger la manière de production. Donc, tu ne fais pas des économies prospères en essayant juste de trouver un équilibre. Il faut vraiment que tu détruises des équilibres. Pour certaines personnes, vous avez entendu déjà le concept de destruction créatrice de Schumpeter. Oui. Donc, tu essaies de détruire des choses qui existent pour les remplacer par des meilleures choses. Ben, ça, c'est la manière dont les Autrichiens. C'est une bonne analogie pour comment les Autrichiens pensent. Mais ce qui est particulièrement intéressant avec ça, c'est que comment tu fais pour que les entrepreneurs soient efficaces et qu'ils fassent ça, bien, il faut que les marchés fonctionnent. Il faut que tu les laisses faire. Parce que le processus du marché, c'est de découvrir ça, de faire des essais, de faire des erreurs et que tu peux expliquer l'activité entrepreneuriale ainsi.
Et ça veut dire que si tu n'as pas, en plus, puis il y a des implications normatives, c'est que si quelqu'un crée énormément de valeur pour les autres, c'est normal que tu vas avoir, par exemple, des inégalités. Les Autrichiens, en plus, vont dire qu'eux sont capables d'expliquer beaucoup plus avec leur modèle que ce que les autres réussissent à expliquer. Ils sont capables d'expliquer pourquoi il y a des distributions X ou Y plus facilement que d'autres et pourquoi la distribution peut changer à travers le temps. Donc ça, c'est le grand point des Autrichiens. Et sur ce, c'est vraiment là qu'ils se distinguent le plus du reste de la profession. L'autre chose pour laquelle ils sont connus, et ça, c'est que tu vas ne trouver aucun économiste de cette école de pensée qui va se dire socialiste. Aucun. Tu vas en trouver qui vont peut-être se dire centristes, mais tu vas trouver personne qui se dit socialiste dans le sens de Québec solidaire, que les moyens de production, c'est pas Québec solidaire, ils ne veulent pas le dire, mais il y en a beaucoup qui pensent ça, que les moyens de production sont détenus par l'État. Et ce que les Autrichiens disent, puis là, ici, c'est pour les auditeurs, j'ai mis un lien, puis comme on partage les diapos, vous pourrez aller voir le lien. C'est mon co-auteur Rossolino Candela qui en parle dans une conférence, dans un public talk. Il parle de l'impossibilité économique du socialisme. On en a déjà parlé dans un autre épisode, mais en gros, les Autrichiens, leur point est très, très simple. C'est que tu ne peux pas planifier une économie tout simplement parce que, puis là, tu sais, j'ai fait le petit schéma le plus efficace possible. Si tu n'as pas de propriété privée, parce que c'est ça que le socialisme veut dire, tu nationalises des choses, tu n'as pas de marché des biens de production. Ça veut dire que tu n'es pas capable d'avoir des prix qui émergent. Tu ne peux pas calculer les choses. Puis il faut que tu t'imagines un peu l'importance du rôle de la propriété. C'est que tu peux utiliser ta propriété pour une raison ou pour une autre. Tu peux changer ce qui est utilisé. Et si tu ne peux pas avoir de prix sur les usages différents, tu ne peux pas faire de calcul économique. Et donc, l'État est incapable de se remplacer au marché. Là, c'est abstrait ce que je viens de dire, mais l'analogie, l'exemple le plus simple que je peux vous donner, c'est imaginer qu'on veut construire une voie ferrée entre Montréal et Québec. On peut construire la voie ferrée avec soit de l'acier, soit de l'or. OK? Lequel des deux tu te sers? Technologiquement, les deux sont possibles. Il y a des manières d'utiliser de l'or pour construire une voie ferrée. La question de qu'est-ce qui est économiquement faisable ne peut pas être déterminée par un planificateur central. C'est qu'il faut que tu convainques une personne de céder sa propriété, donc disons l'or qu'il a pour construire une voie ferrée, ou l'acier pour construire une voie ferrée. Et la personne qui essaie d'acheter l'or ou l'acier va acheter tant et aussi longtemps qu'il peut faire un profit sur l'activité qu'il a. En gros, ce qu'il vient de décrire, c'est un échange de droits de propriété. C'est que j'achète ta propriété, l'acier ou l'or, pour construire une propriété pour moi, une voie ferrée, qui va devoir me générer un revenu. Si tu n'as pas de système de droits de propriété, tu ne peux pas découvrir les usages économiques des ressources que tu as. Donc, tu ne peux pas avoir de calcul économique. Tout ce qui reste à l'État dans un cas comme ça, c'est de regarder les prix qui existaient avant dans une économie de marché ou dans des économies de marché ailleurs pour essayer d'imiter. Mais comme il a tous les problèmes de connaissances naturelles tu ne peux pas tout savoir, tu n'es pas omniscient, tu te retrouves avec que l'imitation est toujours une pâle copie de la vraie chose et qu'en fait, avec le temps, elle devient de moins en moins bonne, largement, parce que, par exemple, si tu te sers des prix que tu as dans le rétroviseur, que tu as une économie qui est nationalisée, puis tu te sers des prix qu'il y avait avant la révolution communiste, cette information-là perd en valeur au fur et à mesure que le temps passe. Ce qui explique en passant pourquoi les économies qui ont vécu le communisme, ceux qui ont vécu des plus longs séjours de communisme, ont beaucoup plus de difficultés à revenir à des économies de marché, alors que ceux qui font des courts séjours reviennent plus facilement parce qu'il y a encore beaucoup d'informations dans le rétroviseur qui peut être réutilisées par les firmes pour essayer de se réadapter à la situation. Et c'est pour ça que les systèmes communistes finissent avec la joke de qu'est-ce que les communistes se servaient pour s'éclairer avant les chandelles? L'électricité. La joke classique là-dessus, mais c'est à cause que tu es pris à faire de calculs économiques. Donc, les Autrichiens sont uniques sur ce point-là. Ils ne sont pas les seuls à le faire, mais ceux qui ont la critique la plus développée du communisme et du socialisme. Ouais. On en avait parlé, c'est ça, lors de l'épisode où on avait parlé de Marx. Puis
la critique, justement, de la théorie de la valeur. Exactement. Chez les marxistes, là, qui a été beaucoup faite justement par l'école autrichienne. Tu sais, tantôt, je disais qu'il y avait un lien avec le cercle de Vienne. En fait, Karl Menger, Karl avec un K, c'est le fils de Karl Menger avec un C. Et le père était le fondateur de l'école autrichienne. Le fils est un des membres fondateurs du cercle de Vienne. Donc, c'est ça, c'est entre autres un des liens. Puis le lien qui est partagé là-dedans, c'est d'un point de vue philosophique, le cercle de Vienne, c'était quoi? C'était d'associer toute forme de métaphysique, dans le fond, je ne sais pas comment l'expliquer en des termes qui sont plus familiers à nos auditeurs, là, mais vous allez comprendre un peu le lien. C'est le cercle de Vienne critiquait l'usage de toute forme métaphysique en philosophie. Tu avais Wittgenstein qui disait que, dans un de ses livres les plus célèbres, il disait que, en fait, tous les énoncés de type métaphysique ne font aucun sens. C'est quoi le lien avec l'école autrichienne dont tu parles depuis tantôt? C'est l'idée de dire, avec l'individualisme méthodologique, c'est l'idée de dire que la société, les grands groupes comme justement les ethnies, la société, les grands groupes qui sont à l'extérieur de l'individu sont vus comme des entités métaphysiques. Donc, dans le fond, ils existent de manière dans des mots puis dans des rationalisations, mais concrètement, ils n'existent pas. Ils n'ont pas d'existence réelle. Tu sais, dans le fond, le groupe, c'est la somme des individus qui le composent. Il n'y a pas de quelque chose plus gros que la somme des individus. C'est ça la différence. Oui, exactement. En fait, c'est ça. C'est que des individus créent des collectivités, mais les collectivités ne créent pas des individus. C'est ça, c'est comme ça qu'il dit. C'est comme ça qu'il dirait, je pense, sans être trop sursimplifié, là, mais c'est exactement. Le lien. Je ne voulais pas tant aller dans la philosophie que ça, mais c'est une philosophie qui est assez universaliste quand tu y penses, parce que chez les Autrichiens en général, puis tu peux le voir, non seulement ça, mais chez des mathématiciens. Donc, je ne suis pas autant familier avec philosophie que toi, tu l'es pour des raisons évidentes, là. Je veux dire, il faut reconnaître nos domaines d'expertise, mais tu sais, les mathématiciens, par contre, je suis plus familier. Tu avais cette tradition-là chez les mathématiciens hongrois et autrichiens. Donc, tous ceux qui faisaient partie de l'ancien empire austro-hongrois. Donc, les gens pensent Autriche, Hongrie, mais ça inclut beaucoup de parties de la Roumanie. Tu vas un petit peu dans les Balkans aussi. Tu t'en vas jusqu'à des parties de l'Ukraine aussi. Donc, tu sais, c'est un drôle d'empire, l'empire austro-hongrois. Mais dans ces groupes-là, tu as des mathématiciens comme von Neumann, Morgenstern, tu as beaucoup de gens comme ça qui sont des grands penseurs et ils ont cette communalité, si tu veux, de l'idée que l'être humain est une unité d'analyse suffisante et nécessaire. Que le reste découle de l'individu. Ça t'explique un peu pourquoi, puis la raison pour laquelle j'ai insisté sur ce point-là, même si c'est un peu théorique et abstrait, peut-être pour les auditeurs, c'est que ça explique leur incapacité de s'associer à quelque forme que ce soit d'étatisme. Parce que pour être un étatiste, il faut que tu reconnaisses qu'il existe des groupes plus élevés comme la nation, le peuple, ce genre de concept-là qui, pour justement un Autrichien ou quelqu'un qui est dans le cercle de Vienne ou dans ces écoles philosophiques-là, ce sont des concepts qui existent, ce sont des mots qui existent. Ils ne disent pas que ça n'existe pas, mais ça n'existe pas de manière réelle. Dans la réalité, tu ne peux pas aller quelque part et tu fais je viens de voir le peuple japonais. Non, tu viens de voir des individus qui sont japonais, ils vivent au Japon, mais il n'y a pas une essence suprême. C'est pas tangible. C'est pas tangible. C'est pas un objet tangible, ces choses-là. Si tu prétends que c'est un objet tangible... Tu ne peux pas toucher la société. C'est ça qu'ils disent. Si tu prétends que ces choses-là existent réellement, concrètement, en fait, tu es dans la métaphysique, tu es dans la religion d'une certaine manière, parce que tu prêtes une existence. D'où le Welcome to the Statrix. Exactement. Tu as vu où est-ce que je m'en allais. C'est ça. C'est un long chemin, mais vous comprenez un peu l'arrière-fond. D'où vient leur libéralisme, d'où vient leur attachement au libéralisme. Cette école de pensée-là, vraiment, je pense que l'idée que ce n'est que l'étatisme ou que la religion de la société est une forme de métaphysique, oui, on s'adhère à quelque chose, mais qu'on a besoin de faire. Si tu parles de ça, tu as besoin de faire un saut, comment dire en anglais, un leap of faith pour croire, alors que tu ne peux pas voir. Et
fine, mais c'est pas dans l'objet de ce qu'on peut analyser. C'est ça qu'il dirait comme réponse. Mais il y a plus de. C'est parce qu'on y pense pas tant que ça là, à tous les jours, là, mais il y a tellement de choses qui sont utilisées et qui renvoient à cette métaphysique-là. Là. Par exemple, les gens vont utiliser sans aucune explication, ils vont dire, par exemple, le tissu social. Mais ça veut dire quoi, ça, le tissu social? Il est où ce tissu-là? C'est comment je fais pour le déchirer? De quoi vous parlez? Mais ce sont des expressions comme ça, incrustées dans des mots comme inconscient collectif. Il y a plein de choses comme ça qui sont dans le langage, que à peu près tout le monde utilise sans trop définir c'est quoi. Mais si tu es dans cette tradition philosophique-là, en gros, ce que tu vas dire, c'est les concepts que vous utilisez, c'est de la métaphysique. C'est pas fondé sur de la science, c'est pas fondé sur quelque chose d'objectif. Tu peux rien prédire. Tu peux rien prédire. En fait, tu peux juste dire que ça existe puis faire des envolées lyriques avec ça, mais en réalité, je veux dire, la société n'a pas de cerveau, donc clairement, elle n'a pas d'inconscient. Donc, tout ça est mais c'est des commodités de langage. Et si tu l'utilises juste comme une commodité de langage pour imager quelque chose, c'est une chose, mais si tu penses que ça existe réellement, ben là, il y a comme tu dis, il y a un genre de saut qui est fait là-dedans. Oh oui. Ben écoute, pour te montrer à quel point ce truc-là vit bien, puis ça partait de Mises qui a été le premier à en parler, mais tu sais, Hayek, d'autres ont rajouté là-dessus. Mais tu le vois encore aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, j'ai des gens qui me parlent de technosocialisme avec l'idée qu'avec les grandes données qu'on a, puis les ordinateurs hyper puissants, on va pouvoir planifier l'économie parce que les ordinateurs vont être capables de le faire. Et, mais ça ne change pas le point. C'est que le point que les Autrichiens font, puis c'était pas mentionné dans ce que j'ai dit avant, mais il y a plein d'informations que tu ne peux pas coder facilement et qui changent de nature à travers le temps. À cause des changements de contraintes, à cause que le marché est un processus de découverte, tu ne peux pas coder des choses que tu ne sais pas encore ou que tu n'as pas encore découvert. Tu ne peux pas créer juste un paramètre qui dit lambda inconnu. Tu ne peux pas faire ça. Donc, la critique autrichienne existe encore contre les nouvelles variantes de socialisme. Donc, cette critique-là qui s'applique encore et elle continue de frapper fort. L'exemple que je mets ici, c'est un article dans un top journal de la profession, donc un très bon journal qui s'appelle On the Feasibility of Technosocialism dans Journal of Economic Behavior and Organization. Puis mon tweet le plus viral à vie, fouille-moi, c'est un tweet où est-ce que j'ai répondu à Darren Acemoglu un peu avant qu'il ait son Nobel, où est-ce que j'ai dit, tu comprends pas c'est quoi le point des Autrichiens sur ça, puis c'est quoi le but, est-ce que tu peux planifier, parce qu'il disait quelque chose de borderline technosocialiste qui m'avait surpris un peu. J'ai dit, tu comprends pas c'est quoi la critique à laquelle tu réponds, puis ça a fait 200 000 vues sur Twitter sur un truc purement académique, fait que si ça vous tente, je fais juste le mettre là. Fait que apparemment, c'est un sujet populaire, fait que fouille-moi. La deuxième chose que les Autrichiens sont super connus, ça s'appelle la dynamique de l'interventionnisme, puis ça découle beaucoup du premier. C'est que dès que l'État intervient, il va créer des problèmes dans le reste de l'économie qui va déstabiliser l'économie, nécessitant plus d'intervention. Puis chaque intervention additionnelle va créer elle-même des distorsions qui vont nécessiter des nouvelles interventions. L'effet du cliquet, le ratchet effect de Robert Higgs est une variante de ça que tu vas toujours te retrouver avec plus d'États. Donc, tu ne peux pas avoir d'économie mixte. Tu as soit une économie de marché ou, ultimement, tu es dans le chemin pour l'économie socialiste. C'est un ou l'autre. C'est ça l'argument des Autrichiens, c'est que tu ne peux pas stabiliser, tu peux pas t'éloigner du mécanisme de marché parce que plus tu t'éloignes, plus tu nécessites plus d'intervention. Fait que l'espèce de sweet spot que les sociaux-démocrates prétendent avoir, là, parce que c'est un peu ça la prétention de la social-démocratie, c'est l'idée de dire nous, on est comme à mi-chemin. C'est tout le temps un peu une phrase là, qu'ils utilisent là, pour dire qu'ils ne sont pas socialistes. Ils vont dire non, nous, on croit à une économie de marché, mais quand même, elle est très imparfaite, elle laisse des gens de côté, donc ça nous prend un filet social, ça nous prend des programmes, ça nous prend ça. En gros, les Autrichiens disent, ton sweet spot que tu penses avoir, là, donc l'équilibre que tu penses avoir trouvé entre le meilleur du marché et le meilleur du socialisme, parce que c'est un peu ça l'idée de la social-démocratie. Oui, c'est exactement ça. C'est un équilibre, en fait, qui n'existe pas, puis tu vas toujours tendre parce que l'intervention de l'État génère des problèmes qui nécessitent une autre intervention, qui engendre un autre problème. Puis, je pense qu'on
Ben, tu vois, les faits tendent à leur donner raison d'une certaine manière, là, parce que quand tu regardes le chemin qu'ils prennent la plupart des pays, ça ressemble un peu à ça. Là. On s'en va très rarement vers moins d'États, mais tranquillement, pas vite, vers plus d'États dans beaucoup d'endroits. Ben écoute, j'ai organisé les commentaires que je faisais, les grands points. J'ai été en ordre d'à quel point je suis d'accord avec eux. Market process en ensemble, c'est une des choses que moi j'adopte. La critique de l'impossibilité du socialisme, fuck yeah, I'm on board. Ça fait que du sens. Puis je peux rajouter, puis c'est en plus leur argument à eux, on l'a déjà dit, c'est un argument de quatrième trio, parce que ça présume que les bureaucrates, dans leur argument, qui sont les bureaucrates du socialisme, sont des personnes bien intentionnées, nobles, qui veulent vraiment que ça aille mieux. Là. Ouais, et aussi, j'avais aimé ça, j'ai été revoir avant l'épisode. Hayek disait, présumons qu'ils sont capables. Et là, j'étais là, wow! En plus, on présume qu'ils ont des capacités. Et ça, c'est mon petit sarcasme parce que tu sais qu'est-ce que je pense des capacités intellectuelles du Québec solidaire média. Mais le deuxième, maintenant, celui-là, je suis un peu moins d'accord. C'est là ici que, parce que le point est que c'est parfaitement instable, puis tu peux juste te retrouver avec du socialisme ultimement. Je pense pas que les preuves empiriques sont là que tu vas toujours te retrouver vers ça, que c'est une pente glissante éternellement glissante. Je pense que ça peut être une pente glissante pour un bon moment et ça ne veut pas dire que c'est une pente glissante pour toujours. Je pense qu'il existe des situations où tu peux rester avec où ça ne sera pas du socialisme. En fait, l'exemple des nations autoritaires serait un exemple de ça. Tu n'as pas du socialisme, mais tu te retrouves constamment avec un régime merdique qui intervient. L'exemple de Javier Milei va à l'inverse de ce qu'ils disent. L'idée, c'est qu'un moment donné, tu t'enfonces de plus en plus vers le socialisme, vers l'étatisme. Puis un moment donné, il arrive un gars avec un mécanique sur le dessus d'un char, puis on fait un virage à 180 degrés pendant un temps. On ne sait pas combien ça peut s'arrêter la semaine prochaine. Là. Mais écoute, on sait qu'il y a eu un changement de direction. Là. On ne peut pas dire que ça n'existe pas. Ben, en plus, écoute, ça, c'est un des livres que je veux écrire dans l'avenir. Fait que, pour ceux qui ne savent pas, quand j'écris des articles, c'est parce que je me dis qu'il y a une plus grande question qui m'intéresse. Puis ces articles-là, c'est comme des manières de casser le sujet en plus petits morceaux mangeables. Puis après ça, je vais écrire le livre. Un des livres que je veux écrire ultimement, qui est basé sur 3 des articles qui sont dans l'image qui est là, qui sont des articles d'exemples de dynamique de l'intervention, c'est que j'ai un modèle que j'ai développé, que je suis en train de me préparer à publier, sur pourquoi est-ce que la dynamique de l'intervention peut arrêter à un certain point, puis que tu te retrouves avec un équilibre passable pendant un bon moment. Ben, il y a une manière de modéliser ça, puis d'introduire la théorie des choix publics. Le point que les Autrichiens souvent ont manqué, c'était parce que leur argument est toujours un argument de quatrième trio, on va présumer de la bonne foi des gens dans le mécanisme et donc que les processus sont uniquement basés sur l'incapacité de la planification centrale. Le problème, c'est que ça omet trop la nature des institutions, puis c'est là que moi, je commence un peu à diverger, mais que dans l'ensemble, il y a quand même des bons points. Ça arrive fréquemment qu'une intervention emmène inévitablement à une autre, mais qui n'était pas prévue, qu'il n'y avait aucune manière 10 ans avant de savoir que ça allait être ça. C'est peut-être le côté fataliste, en fait, qui nous rejoint moins là-dedans. En tout cas, moi, si ça brûle pour point, si tu me demandes mon avis, je dirais que c'est ça. Dans le sens que ce n'est pas inéluctable, mais c'est vrai qu'ils décrivent quand même avec ça un mécanisme qu'on a tendance à observer. Là. Le fait que l'État engendre des problèmes en fait, ça nous ramène même au Jill aux autres trees. C'est un peu ça. Quand tu descends les étapes, à un moment donné, tu te dis OK, est-ce qu'il y a un problème? Oui ou non? Puis à un moment donné, tu te demandes est-ce que ce problème-là a été créé par l'État ou pas? Yep. Ben, tu vois, c'est là que j'ai. Écoute, la manière dont moi je vois la dynamique de l'interventionniste, c'est batting average 500. OK? Tandis que sur toutes les affaires avant, batting average 1000. OK? Chaque fois que le batteur va au bat, il frappe. Ici, il en manque une sur 2. C'est encore, si tu connais ton baseball. C'est très bon. 500 au baseball, c'est un NBA. Là. Moyenne au bâton de 500, c'est que t'es bon, tabarnak. Mais. C'est 500 fois plus que Fitzgibbon. C'est 500 fois. Non, en fait, c'est parce que lui, il a 0. Oui, c'est vrai. Lui, il a 0. Infiniment plus. C'est infiniment plus parce que 500 fois 0, c'est quand même 0. Là. Parce que si tu lui dis 500 fois plus, ça veut dire qu'au moins une fois, il a eu raison. Et je suis très sceptique de cette je suis vraiment sceptique. Je suis très sceptique de cette on a été généreux. On lui a donné 1 sur 1000. OK, d'accord. Regarde, on va lui donner 1 sur 1000. Donne-nous-lui. Soyons infiniment généreux parce qu'il n'avait rien et nous lui donnons juste un peu. Donc, c'est infiniment plus que ce qu'il avait. Mais ça, c'est la deuxième chose.
un bon argument, mais qui manque certaines choses. Et celui qui est le plus controversé, que tous les gens connaissent plus, s'ils connaissent l'Autrichien, c'est pourquoi est-ce que les banques centrales, c'est de la merde. OK? Je sursimplifie, mais l'argument des Autrichiens, puis il faut qu'on passe les derniers 20 minutes là-dessus, parce que c'est la partie la plus dure de tout leur argument, c'est pourquoi est-ce que quand l'État ajoute de l'argent dans le système, ça doit créer de l'inflation et donc une contraction économique. Et c'est là que les Autrichiens sont très controversés et qu'ils ont perdu beaucoup de popularité dans les années 20. C'est comme la maladie est une maladie causée par l'État. Le remède doit être moins d'État. Tu peux voir que c'est toujours la même constante dans leurs arguments. Mais comme c'est moins d'État, ça veut dire que quand il y a une récession, tu ne dois rien faire. OK? Il n'y a pas de politique monétaire. En fait, tu dois accepter une purge du système. Donc, l'argument qui va être, c'est qu'il faut que tu liquides des actifs, puis c'est à cause que tu as fait des niaiseries avant que tu vas te retrouver avec la situation actuelle, qu'une récession, c'est le résultat inéluctable d'un boom. Ça, c'est leur argument. Ben, ça vient. Puis ça, c'est les deux. Hayek l'avait commencé dans les années 30. Il avait le mieux expliqué. Il y avait 2 livres. The Pure Theory of Capital, qui est absolument pénible à lire. J'ai eu de la difficulté à lire avant de parler à un de mes collègues qui, lui, a travaillé sur ça, qui m'a expliqué des aspects que j'avais de la difficulté à comprendre parce que c'est un Allemand qui écrit en anglais. C'est laborieux et c'est plein de diagrammes que je suis là comme « Hey, where are you going with this? » Mais ultimement, il y a des gens qui ont construit là-dessus. Il y en avait un autre, c'était Prices and Production, qui n'était pas super agencé entre eux parce que c'était en fait les lectures que Hayek avait données à LSE, qui avaient été assemblées ensemble, mais c'était comme 10 sujets séparés et ils ne les connectaient pas ensemble, donc c'est l'enfer à lire ça. Je l'ai en quelque part dans mes affaires, mais c'était pas des livres très faciles à lire. Par contre, les deux qui sont là, c'est les expositions modernes. Donc, si vous voulez avoir sans vous passer le calice de tas d'affaires invisibles. Ces 2 affaires-là qui sont là, le livre à droite, Time and Money de Roger Garrison et un article dans Quarterly Journal of Austrian Economics, c'est très accessible. C'est sûr que ce n'est pas des lectures de... Tu ne lis pas ça sur une plage là, si tu as envie de t'amuser, mais tu vas être capable d'accéder à l'argument d'une manière distillée et claire. Donc, ce n'est pas des lectures faciles, mais clairement pas lire Hayek. Mais leur argument, tu vas voir pourquoi ce graphique-là, tout le monde l'a eu la première fois qu'il est enseigné, c'est qu'on l'appelle le triangle de Hayek. Et tu pars à gauche. OK? Sur l'axe des X que tu as, la base du triangle, c'est le stade de production. Donc, à quel point, plus tu es loin de la partie carrée du triangle, plus tu es loin dans le temps de la consommation. Okay? C'est ça l'idée. C'est que tu as plus, c'est la structure de temps de la production. Et là, donc, si tu es très loin, ben, ça veut dire que tu es comme en train de faire des raisins qui vont devenir du vin, qui vont devenir. Si tu es en train de faire un vignoble, tu es loin, loin, loin du point carré. Et quand tu arrives au sommet du triangle, ça, c'est le niveau de consommation. Okay? C'est ça l'argument des Autrichiens, c'est que tu peux passer de ça. Donc, le niveau de consommation qu'il y a dans l'économie, donc là, regardez pas tous les triangles qui existent, regardez juste celui qui est celui que je pointe ici, là, pour ceux qui sont à l'audio, juste cette ligne-là droite. Ceux à l'audio, c'est que j'ai imaginé, il y a d'autres triangles qui sont là pour ceux qui sont à l'audio. Bien, la consommation au top de ce triangle-là est ici. Cette consommation-là implique un niveau de production, parce que ce que l'autre graphique ici montre, c'est la production dans l'économie. Bien, s'il y a ce niveau de consommation-là, bien, il y a des gens qui doivent l'avoir produit. Ça montre ça. Je sais que les gens de l'IRIS, c'est dur à comprendre. Excusez, c'était gratuit. Mais après, tu as une implication pour financer cette production-là, tu dois avoir un marché du capital qui existe où les gens s'échangent des fonds prêtables pour les emprunter d'autres personnes. Donc, il y a un taux d'intérêt qui est associé à ça. Là, ce qui se passe dans l'argument des Autrichiens, c'est que si tu as de l'augmentation de la masse monétaire, donc l'État décide d'imprimer de l'argent, ben, il va réduire le taux d'intérêt. En réduisant le taux d'intérêt, ben là, tu fais en sorte qu'il y a des investissements qui sont encouragés, qui étaient plus loin dans l'avenir. Donc, ce n'est pas juste de la consommation immédiate, c'est genre que, mais tu sais, ce projet-là, que ça prend 5-6 ans à maturer,
ben, je vais le faire maintenant parce que ultimement, il va y avoir de la consommation pour ça. L'argument des Autrichiens, c'est ce que ils appellent ça du mal investissement. C'est-à-dire que tu es en train d'encourager des productions qui étaient avant trop loin dans l'avenir, d'être inclus dans le processus de production, alors que c'est basé sur aucune capacité productive, aucun changement dans le désir d'épargner des gens. La baisse du taux d'intérêt est purement déterminée par l'artificialité de l'intervention de l'État. Et là, ce qui se passe, c'est que tu as de la sous-consommation, en fait, dans ce cas-là, relativement à ce qui est possible. Et là, ce qui se dit, c'est que le triangle devient distorsionné. Tu ne produis pas assez de la bonne chose et ultimement, ça doit corriger. Il y a quelque chose qui doit casser. Qu'est-ce qui doit casser? Bien, les gens réalisent que il n'y a pas assez d'argent, cette production-là n'a pas vraiment de valeur pour les contribuables et que ce n'est pas basé sur un gain de productivité. Et donc, ultimement, il doit y avoir récession. Donc, une récession, c'est une purge des mal investissements et c'est difficile à passer au travers. Ça, c'est l'argument des Autrichiens. C'est une explication du cycle d'affaires. Donc, pourquoi tu as des expansions et des récessions? C'est parce que la Banque centrale encourage les mal investissements dans la période de boom et le bust, c'est l'inévitabilité de la contraction parce que c'était basé purement sur ajouter de l'argent dans le système qui n'a pas changé la capacité de produire, qui n'a pas changé le désir d'épargner. Et tu dois passer au travail. Il n'y a aucun remède autre que de souffrir les symptômes. C'est un peu une conséquence du point 1 qu'on avait nommé. C'est que l'impossibilité, dans le fond, si tu considères la Banque centrale comme faisant partie de l'État, ce que je pense qu'on peut raisonnablement, parce qu'elle n'est pas privée, là, la banque, je ne suis peut-être pas contrôlé par le politique, mais c'est en partie l'État. Ben, c'est un peu ça. C'est une conséquence du point 1 là, dont tu parlais précédemment. Mais c'est quoi qui fait que c'est controversé? Parce que là, tu t'expliques ça, puis à mon avis, ça a l'air de faire quand même un certain sens. Bien, la raison que c'est controversé, c'est parce qu'il y a plein de prédictions qui doivent venir avec ce modèle-là qu'on n'observe juste pas. Donc, la première chose que je montre ici, c'est des articles écrits par des gens qui se disent autrichiens, qui testent la théorie autrichienne directement, que j'ai cherché. Donc, j'ai cherché des articles, pas par des gens qui sont non autrichiens, par des gens qui se disent autrichiens. Il y en a à peu près le tiers qui disent que... Donc, les membres du groupe, il y en a le tiers qui disent, en fait, les prédictions ne marchent pas. Les choses qu'on s'attendrait avec ça, puis là, je ne veux pas entrer dans tous les détails des indices de prix puis tout ça, parce que je ne veux pas embarquer dans cette conversation-là. Puis, mettons un exemple. Ben, en gros, c'est ce qu'ils vont dire, c'est que dans une récession, dans l'expansion, le prix des biens qui sont les plus éloignés, donc disons, tu as une expansion monétaire dans les années 1870, ben, le prix qui devrait augmenter parce qu'il t'en veut plus à cause de l'expansion monétaire, ça serait les voies ferrées. Et donc, tu aurais un changement des prix relatifs. Mais là, c'est quoi les industries? Parce que le gros problème qui est là, c'est les industries sur le triangle, ils sont où exactement? Pourquoi est-ce qu'une voie ferrée, c'est plus loin que, disons, une autoroute? C'est l'enfer d'essayer de mesurer le concept. Et donc, c'est déjà là, tu sais, c'est pénible. Ouais, c'était comme plus clair avec ton affaire de raisin, là, tu sais, dire... ouais, mais okay, là, t'as le raisin sur le vignoble, là, il sert à faire de telle affaire, puis là, ben, maintenant, le Porto, il est rendu où là-dedans, mettons, là, tu sais, avec ton vin fortifié, vieilli, puis il va où par rapport à l'étape 1 de production, puis quand il sera consommé, puis... Ben, c'est ça, c'est dur de faire les catégorisations, puis en fait, j'ai un ami, Patrick Newman, qui est un Autrichien très hardcore, puis chaque fois, j'ai dit, c'est très arbitraire tes catégories, OK? Je m'excuse, là, je suis historien économique, puis je peux te dire que ça peut fitter dans les deux boîtes. Tu sais, je ne sais pas laquelle des deux définitivement, mais c'est très arbitraire parce que tu voulais voir ce que tu voulais voir. Mais même les Autrichiens eux-mêmes ne trouvent pas les prédictions qui viennent avec. Mais l'autre problème, c'est que le modèle autrichien, c'est la raison pourquoi c'est super controversé, c'est que ça présume que les gens sont cons en tabarnak. Ça, c'est quelque chose que je trouve ça dur de dire aux Autrichiens. C'est que le modèle tel qu'exprimé, puis il y en a qui essayent de l'ajuster un peu, ça veut dire que les gens, quand l'État décide d'imprimer de l'argent, sont trop cons pour le figurer. Il n'y a personne qui se dit « Hey, cette expansion de la masse de monnaie, là, je ne l'avais pas vue. Je comprends.
les gens avaient plus d'argent, mais c'est comme les hélicoptères. Fait que, imagine l'exemple suivant. L'hélicoptère arrive, il pitch l'argent devant la maison de tout le monde. C'est la même quantité d'argent pour tout le monde en proportion de leur revenu. Donc, 2 fois plus d'argent dans tes poches, OK? Peu importe c'est quoi, qu'est-ce que tu as comme revenu. Les gens ne vont pas figurer que c'est juste des pièces de papier puis que tous les prix vont s'ajuster à la hausse en doublant. Les gens vont savoir ça. Fait que là, je suis obligé de te dire que dans le dernier épisode du genre, on n'était pas grand monde à dire ouais, attention, le gouvernement qui envoie des chèques de 2000 à tout le monde pour rien faire à la maison, ça se peut qu'il y ait un effet à ça. Ah, mais ça c'est fiscal. Le chèque, c'était fiscal, c'est pas pareil. Le monétaire, c'est différent. C'est-à-dire que si tu imprimes la quantité d'argent, ça devrait changer quelque chose. Et il y a une des critiques étranges de la théorie autrichienne qui dit voici pourquoi la théorie autrichienne pourrait marcher dans certaines situations, c'est que tu ne peux pas anticiper la chose. Donc, ça doit être une surprise. Et voici la manière de le faire. Puis c'est Robert Lucas, on en a parlé dans l'épisode sur lui. Lucas avait écrit ce qu'on appelait le Islands Model. C'est qu'imagine que chaque personne est une île et c'est une firme. Et l'argent rentre à une place seulement. Encore une fois, l'argent ne change pas les capacités productives de l'économie, mais moi, je suis une autre île qui fait échange avec l'autre personne. L'autre personne vient me voir, elle demande plus de choses. Mais là, ça vient me demander plus de choses, ça veut dire qu'elle est plus riche, right? Puis c'est plus riche parce qu'elle est plus productive. Donc, moi, je devrais augmenter ma production maintenant pour répondre à la demande. Et là, moi, je demande d'une autre île qui est un autre producteur, donc le gars qui me fournit, disons, moi, je fais des meubles, lui, c'est le gars qui fait le bois d'œuvre, je m'en vais le voir. Il y a un effet. Okay? Donc là, ça veut dire que parce que l'argent est entré à une place en particulier, ben là, tu peux avoir le mécanisme des Autrichiens. Et c'est ultimement quand il y a assez d'îles qui ont commencé à avoir l'information que tout le monde fait comme ah, fuck! Le problème, c'est que si le gouvernement annonce qu'il va imprimer de l'argent, qu'est-ce que les gens vont faire? Ils vont dire ben, c'est pas réel, ça va être de l'inflation. Donc, soit je vais considérer que l'autre va augmenter ses prix à cause qu'il y a de l'inflation. Il va y avoir de l'inflation à cause qu'il y a plus d'argent. Donc, je ne vais pas augmenter ma production. Je le sais que c'est juste qu'il y a de l'inflation qui s'en vient dans quelques mois. Je ne vais pas augmenter plus. Si les gens peuvent anticiper la chose, le mécanisme autrichien ne fonctionne pas. Et il ne peut pas expliquer pourquoi il y a des récessions, pourquoi il y a des booms and busts. Si les gens sont capables d'anticiper la politique monétaire, le mécanisme autrichien disparaît entièrement. Il n'est pas capable de prédire quoi que ce soit. Et il n'est pas capable de prédire aussi. Et l'autre raison pour la difficulté, il ne fonctionne pas très bien quand les prix sont rigides. Donc, quand les prix sont très rigides, que tu n'es pas capable d'ajuster les prix pendant une récession, disons que les contrats sont fixes. Tu ne peux pas changer le salaire de quelqu'un automatiquement. Le mécanisme qu'ils décrivent devient encore plus difficile à prédire quoi que ce soit. C'est pour ça qu'ils sont controversés, c'est que leur modèle peut-être fonctionne quand tu te fais prendre par surprise et quand les prix sont flexibles. Après ça, dans les autres cas, ça explique pas grand-chose. C'est ça mais on peut arriver à une bonne conclusion par une mauvaise explication, parce qu'au départ, tu disais la conclusion de leur affaire, c'était qu'une banque centrale, c'est de la merde, mais ils ne sont pas les seuls à penser ça. Il y a beaucoup de gens qui sont... Fait que, ça peut être que la justification est peut-être un peu boiteuse ou repose sur bon, le fameux « toute chose étant égale par ailleurs », il y a beaucoup de toutes choses dans le raisonnement. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que l'idée de base était mauvaise. Exactement. Puis en plus, c'est là qu'il y a des choses qui ont percolé du système autrichien vers le commun des mortels. Puis il y a plusieurs économistes qui se disent néoclassiques comme moi, qui pendant longtemps ne savaient pas qu'ils faisaient des choses très autrichiennes ou disaient des choses que les Autrichiens disaient sans le savoir parce que ça avait juste percolé tellement efficacement. Un d'entre eux, fait que là, mettons que je prends la moyenne au bâton sur ce sujet-là. Sur les affaires monétaires, la moyenne au bâton, c'est comme 250. OK? Ce qui est quand même pas mauvais. Puis le 250 vient de deux choses. Le modèle autrichien dit que, en fait, c'est normal d'avoir de la déflation très souvent. Si tu gardes la masse monétaire fixe et que la productivité augmente, tu devrais voir des baisses de prix et ça ne sera pas du tout un problème pour l'économie. Parce que. Exemple, l'informatique, mettons. Exactement, l'exemple informatique où par exemple, si la Chine se met à devenir très riche dans les années 90, en fait, c'est un des modèles, un des papiers connus dit que à peu près la moitié
de la modération de l'inflation entre les années 85 puis 2000, c'est à cause que la Chine est entrée dans l'économie mondiale puis ils produisaient comme des malades. Puis ça veut dire que ça gardait les prix bas parce que la production augmentait. Donc, c'est une bonne chose en soi, mais les Autrichiens disent que tu as de la déflation bénigne et de la déflation mauvaise. Puis la manière de le voir, c'est le graphique un peu ici. Maligne, c'est si tu as une baisse de la demande dans l'économie. Et là, et parce que les prix sont trop rigides, tu as de la déflation, mais parce que les gens ne peuvent pas s'ajuster en baissant les prix, ben ils peuvent juste s'ajuster en sacrant du monde dehors. Par contre, si c'est que la production augmente, donc les deux courbes, celle qui est, pour ceux qui sont à l'audio, il y a une courbe qui est une courbe verticale qui est l'offre de long terme, celle qui ne répond pas à l'inflation. Ça, c'est celle de... On s'ajuste pour le fait que c'est juste des pièces de papier. OK? Donc, dans le court terme, il n'y a pas de... C'est pour ça qu'on dit LAS, l'offre de long terme. Elle, c'est la ligne verticale. Tu en as une qui penche vers le haut, qui est l'offre de court terme. Bien, si la productivité augmente, les deux courbes d'offres se déplacent vers la droite et ça implique une déflation à court terme et c'est une bonne chose. L'inflation bénigne, c'est correct. Tu ne veux pas faire quoi que ce soit contre ça. Les banques centrales ne devraient pas essayer de combattre ça, même si souvent elles le font et ce n'est pas une bonne chose. Par contre, les déflations malignes, les méchantes, ceux-là, tu veux les combattre. Et les Autrichiens expliquent en fait pourquoi ça, dans ce cas-là, ça pourrait être problématique, mais seulement des Autrichiens un peu plus récents qui expliquent ça. Mais eux, ce qu'ils expliquent, c'est que en mettant cette espèce de défense de la déflation sous condition, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit de la productivité, ça explique pourquoi, en gros, quand tu regardes, il n'y a pas vraiment un lien fort entre déflation et décroissance. En fait, tu as des longues périodes dans lesquelles la déflation vient avec de la croissance. Par exemple, dans l'époque de l'étalon or, qui est le graphique ici que je montre, il n'y a pas de différence entre les périodes de croissance avec déflation ou avec inflation. Ça ne change rien. Ça ne change rien. C'est seulement, en fait, c'est largement déterminé à cause de la Grande Dépression qu'il y a une différence qui émerge. Donc, les périodes autour de la Grande Dépression, c'est là qu'il y a une différence entre les deux. Donc, c'est pas... le point des Autrichiens que la bonne déflation existe, il a gagné. L'autre chose que les Autrichiens ont gagné, qui est maintenant très accepté, c'est la concurrence monétaire. C'est là qu'eux disent, tu n'en as pas besoin de banque centrale. Parce que ce que tu veux, c'est que l'offre de monnaie puisse s'ajuster avec les changements dans la demande. Et eux, ce qu'ils disent, c'est que si tu laisses les banques se faire concurrence pour émettre de la monnaie, ben, tu n'auras probablement presque aucun des problèmes que les banques centrales causent parce qu'elles vont s'ajuster beaucoup plus efficacement que les banques centrales parce qu'ils voient de l'information rentrer sur les dépôts entre les banques. Et les grandes œuvres ici, c'est George Shelton et Larry White qui ont écrit pas mal les œuvres fondatrices. Celle de Larry White ici est disponible en ligne gratuitement. C'est un livre cité, je pense, 1000 fois. C'est un gros deal, ce livre-là, Free Banking in Britain. Mais en gros, là, ce que ça veut dire, c'est, imagine la Banque de Montréal, elle va émettre des notes. Donc, il faut le dollar de la Banque de Montréal. Pour les gens comprennent c'est quoi que ça veut dire de la concurrence monétaire, il y a le dollar de la Banque de Montréal. Ce dollar-là, la Banque de Montréal a des actifs. Donc, ça peut être des prêts, ça peut être de l'or, ça peut être des diamants. Elle a des choses dans ses coffres. OK? Et quand elle t'émet ce billet de 1 dollar de la Banque de Montréal, c'est un claim contre les actifs de la Banque de Montréal. Ça veut dire que si tu te présentes avec le dollar de la Banque de Montréal, la Banque de Montréal te doit 1 dollar en actifs qu'elle a d'elle-même. Et là, donc, la banque doit garder des actifs à l'intérieur de ses comptes pour te payer toi si jamais tu veux venir. Et si, par exemple, la demande augmente, que les gens veulent tenir plus de billets de la Banque de Montréal, ben, ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin d'en garder autant parce que les gens ont confiance dans le dollar de la Banque de Montréal. Si les gens n'ont pas confiance, ils doivent garder plus dans leur coffre. Ça, c'est comme ça que l'espèce de mécanisme fonctionne. Et ce qui se passe, c'est qu'entre les banques vont s'échanger. C'est-à-dire que moi, j'ai 1 dollar de la Banque de Montréal, je le donne à quelqu'un qui est de la banque disons, la Banque nationale.
ben lui, il va dire, ben, je vais prendre $1 de la Banque de Montréal, je vais l'amener à la Banque nationale, je vais le déposer, et la Banque nationale va faire un claim contre les actifs de la Banque de Montréal, et donc, ils vont se garder une sorte de système d'échange entre les banques. Et ce qu'on a eu, les premières banques centrales étaient en fait la nationalisation de banques privées qui étaient des clearing house, où est-ce que tu avais un banquier central, mais qui était privé, qui lui gardait un livre de compte qui disait j'ai des dépôts de toutes les banques chez moi. Et chacune vont dire combien est-ce que d'autres personnes ont amené des notes des autres banques. Et moi, je vais transférer les actifs entre eux. Je vais juste charger un frais pour mes services pour éviter qu'un gars de la Banque nationale doive prendre les notes de toutes les autres banques, puis après ça, se promener pour réclamer les actifs. On va juste tout mettre ça sur dépôt. Donc, tu vas avoir la banque des banques. Et ça a émergé de manière privée. Ce que les gens comme Sargent et White disent, c'est que ce système-là répond très efficacement au changement dans la demande parce que tu fais du profit avec ça. Ouais. C'est-à-dire que comme tu as un profit qui est fait, les banques identifient très, très vite qu'est-ce qu'ils ont à faire. Et en plus, parce qu'il y a concurrence, tu as comme, et Sargent appelle ça le système, le chain gang. Tu sais, quand tu as des prisonniers qui marchent ensemble puis qui sont attachés l'un avec l'autre, il faut qu'ils marchent tous en synchronicité. Oui, ben oui. Pour pouvoir avancer. Mais s'il y en a un qui décide de faire une niaiserie, il y a juste lui qui tombe. Il ne fait jamais tomber les autres dans la chaîne. Et donc, tu peux pas. La manière dont la compétition fonctionne dans ce cas-ci, c'est que si une banque essaie de trop émettre d'argent, toutes les autres vont réclamer contre elle. Donc, ce qui va se passer, c'est que ses réserves vont se diminuer et il va y avoir un run contre la banque. La banque va devoir dire je le sais, mais je ne peux plus te payer, je n'ai pas assez dans mes coffres. Et là, elle va faire faillite. Donc, aucune banque a intérêt à surémettre. Tu ne peux qu'avoir que des banques individuelles qui font faillite, mais tu ne peux plus avoir de système de faillite systémique parce qu'aucune des banques peut courir sans la coordination de toutes les autres. Et tu peux t'imaginer que s'il y a 1000 banques qui se font compétition, ou 100 banques, ou 10 banques, c'est très difficile de coordonner l'expansion monétaire sans qu'une personne se dise je vais faire un profit si tu surémets de la monnaie. C'est ça. Ben, le système fonctionne très bien. Et quand on regarde les preuves empiriques sur ça, ils ont vraiment gagné. Les historiens économiques commencent à dire ce qu'on appelait le système de free banking, les banques libres. Ça ne fait pas juste fonctionner, man. Il y a plus de stabilité monétaire avant les banques centrales aux États-Unis qu'après. Puis ça, c'est en dépit du fait que les technologies de l'information, c'était de la crise de merde dans le temps. Ben oui, c'est ça. Fait que là-dessus, les Autrichiens ont vraiment gagné. C'est les deux raisons pour le quoi, sur les trucs macro, ils ont quand même un decent batting average. Là, donc, comme je te disais, 250. Une fois sur 4, ils vont au bâton puis ça frappe. Ben, c'est à cause de ce qu'ils ont dit sur la déflation et la concurrence monétaire. C'est les deux choses sur lesquelles ils ont vraiment gagné. Il y a d'autres choses avec lesquelles je suis d'accord, mais j'y vois plus au cas par cas, puis je n'ai pas envie d'embarquer dans le plus détaillé. Non, c'est ça. Mais ça, c'est en gros, là, pour conclure, c'est vraiment le résumé de c'est quoi que les Autrichiens disent qui les distingue de toutes les autres. C'est ces caractéristiques-là, c'est les grandes prédictions qu'ils vont te faire. Le socialisme est impossible. Plus d'États mène inévitablement à plus d'États encore dans l'avenir. Et les cycles monétaires, donc les récessions, sont toujours causés ou presque exclusivement causés par des problèmes que l'État a causés en imprimant trop d'argent. Ou en coupant des fois. Là. Oui, c'est ça. C'est possible que tu fasses de la déflation induite en brûlant de l'argent, mais en gros, c'est ce que les Autrichiens sont. Donc, parfait. Voilà, le tour de cette école autrichienne. En fait, c'est sûr qu'on va en reparler au fil du temps parce que il y a beaucoup d'auteurs qui y sont associés qu'on connaît et dont on aime parler de certains bouquins à l'occasion. Vous avez entendu Hayek, vous avez entendu Rothbard, vous en avez entendu plein d'autres. Et ça va sûrement se reproduire au fil des podcasts. Sur ce, on va passer à la partie Patreon. Donc, les gens qui veulent se joindre à nous, il y a le petit code au bas de l'écran. Sinon, c'est patreon.com/IC
Sénéchal, ou vous cherchez Yann et Frank sur Patreon, vous allez le trouver. Yann est toujours missing in action. Je pense que son ordinateur a dû exploser durant le début du podcast. Mais c'est pas grave, nous autres, on est là et on vous retrouve derrière le paywall.